Bonjour tout le monde, puis on est super content de vous recevoir aujourd'hui pour un événement, on va le qualifier de historique. Historique dans le sens que je pense que c'est la première fois qu'on fait un genre de truc comme ça au cégep Édouard-Montpetit. Une conférence, panel de discussion. C'est pas une conférence, c'est un panel de discussion. Vous voyez ici nos panélistes sur le super thème de la diversité, un terme essentiel, un terme important. On est rendu là dans la société, dans l'évolution de la société, de parler des vraies choses. Puis les vraies choses, ben, c'est la diversité, entre autres. On est tous différents, puis il y a toutes sortes de mondes qui composent le monde dans lequel on vit, et c'est une grande richesse. Alors, je vais trouver ma télécommande, et on va commencer l'enchaînement. J'espère que je vais trouver le bon bouton. C'est ce qu'il y a déjà. Donc, pour la télécommande, y a-t-il un bouton spécial à appuyer? Oui, OK, alors, bonjour tout le monde. Comme Alexandre le dit, on est vraiment très, très, très content d'aborder ce sujet-là qu'on trouve très important aussi avec vous. On va commencer avec comme au cinéma, avec quelques petits avertissements. Alors, premier avertissement, par manque de temps, on n'a pas eu la possibilité de pouvoir aborder tous les types de diversité. Alors, je vous donne ici deux exemples. La diversité corporelle ou la diversité en santé mentale sont deux sujets qu'on n'a pas le temps d'aborder dans le cadre du panel d'aujourd'hui. On s'en excuse, mais ça va être peut-être une autre occasion de pouvoir répéter l'expérience et aborder d'autres types de diversité avec vous. Deuxième avertissement, je m'assois, je m'excuse. Ça va aller mieux de cette façon-là pour moi. Alors, peut-être qu'il va y avoir des petites erreurs qui vont se glisser de notre part. On est juste, Alexandre et moi, des professeurs en technique d'intégration multimédia. Et pour nous, la question de la diversité, c'est une question importante, particulièrement au niveau des équipes de travail, que ce soit à l'école ou en milieu de travail. Donc, c'est pour ça qu'on aborde le sujet avec vous, mais évidemment, on n'est pas des experts de la chose. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a planifié un panel avec des experts qui vont pouvoir répondre à vos questions sur le sujet. Alors, on va vous les présenter dans quelques instants. Dernier avertissement, on a réservé une période pour répondre à vos questions. Vous savez que vous avez été sondés la semaine passée et on a répertorié, on a rapatrié toutes les questions que vous avez posées pour les différentes diversités. On a réservé un temps pour ça pendant la conférence. Alors, sans plus tarder, le panel est lancé. Alors, on vous présente les panélistes d'aujourd'hui. On est tellement content de recevoir. Tout le monde avait hâte d'être ici. Alors, en diversité neurologique, je vous présente Marie-Ève Arnaud, qui est derrière, qui est éducatrice spécialisée, et Catherine Desjardins, qui est étudiante. Ensuite, pour la diversité des apprenants, alors, derrière, encore une fois, Danielle Cloutier, qui est conseillère pédagogique, et juste devant, Maxime Picard, qui est étudiant en technique d'intégration multimédia. On enchaîne avec la diversité culturelle avec Anna Adjoubi, conseillère pédagogique, Maria Isha Bendarej, étudiante également. Et finalement, pour la diversité culturelle, Vincent Roberge, derrière, et devant, Charlie Jubinville-Forget, étudiante au cégep. Alors, une bonne main d'applaudissement pour les panélistes, s'il vous plaît. Ça y est, on se lance. On va vous présenter quelques petites choses pour commencer, pour mettre la table. C'est quoi ça, ces diversités-là? On va laisser les gens parler. Tout d'abord, un sondage avec la question générale. Qu'est-ce que la diversité au sens large, selon vous? Bien, comme on voit les résultats, je pense que les résultats sont assez probants et positifs. Une richesse sociale à 58%. Donc, vous êtes tous sur la voie de comprendre que la diversité, c'est toutes les pièces de casse-tête qui enrichissent une société diverse, une société riche. Ensuite de ça, je vois aussi la différence à 50%. Je vois aussi des amalgames réguliers qu'on fait dans le domaine. On associe des fois le mot diversité juste à la diversité culturelle ou juste à la diversité identitaire et sexuelle, alors que la diversité, c'est bien plus large que ça.
Donc, ben voilà, c'était une mise à table très simple au niveau de ce que c'est que la diversité pour vous. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Marie-France enchaîner. Alors, on va continuer avec les résultats du sondage auquel vous avez répondu. On vous a posé la question, pour vous, c'est quoi la diversité neurologique? Alors, bonne nouvelle, une majorité d'entre vous avez une conception très ouverte de la neurodiversité. 49 d'entre vous pensent que ce sont des gens qui pensent différents de soi. Et 55 la deuxième rangée, pensent que chaque cerveau est différent. Vous savez, je vais peut-être faire sursauter. À une autre époque, on aurait peut-être parlé de malades mentaux, de gens moins intelligents. Et on peut dire maintenant, aujourd'hui, qu'on parle plutôt, on a des conceptions beaucoup plus ouvertes de ce que c'est que la neurodiversité. On parle de gens avec des besoins particuliers. Alors, c'est beaucoup plus nuancé qu'avant. Et je vais laisser Marielle Arnay, notre spécialiste, vous présenter les nuances de la neurodiversité. Salut, je ne sais pas si le micro est marche. Pas tout testing. Pas du tout, testing. Un, deux, ben, je peux essayer de parler fort. Si jamais ma voix se met à portée, à cause du micro, et voilà. Donc, ben, premièrement, je veux juste dire que je ne suis pas une experte non plus, là. C'est selon mes propres connaissances et observations et lectures et tout. Je vais essayer un petit peu de vous résumer qu'est-ce que la neurodiversité, parce qu'au départ, j'avais pensé 5 minutes, on m'a dit que c'est 2 minutes, alors on va résumer le plus simplement possible. J'ai le goût de lancer la balle à Catherine. Est-ce que tu aurais une phrase, quelque chose qui résumerait c'est quoi la neurodiversité pour toi? Je pense qu'il micro marche bien. Bon. Ben, un peu comme le sondage qui racontait, ben, en gros, la neurodiversité, c'est une façon différente de penser, puisque chaque cerveau est différent et que ben, c'est plus en lien avec la façon de fonctionner. Exactement. Super. Merci. Ben, en fait, ça résume. Oui, ça résume, c'est premier, là. On fait ça en 2 minutes. Non, mais en fait, si on peut regarder le prochain, le graphique, je vais essayer quand même de faire un petit cours d'étymologie sur neuro et diversité selon notre cher ami dictionnaire Larousse. Neuro provient de neurone. Neurone, c'est une cellule de base de tissu nerveux capable de recevoir, d'analyser et de produire des informations. En résumé, là, les neurones, là, ils servent vraiment, dans le fond, c'est des circuits, des connexions dans le cerveau qui sont organisées d'une façon très, très, très précise. Et elles nous servent à plein de choses. On en a à peu près 100 milliards là, dans notre cerveau. Là. Puis, elles sont toutes différentes, placées différemment avec des patrons quand même communs là, de chaque cerveau, mais elles sont placées différemment, structurées différemment chez chaque personne. Dans le fond, les neurones, là, ils servent à transmettre de l'information à notre organisme qui. Fait que dans le fond, ils servent justement à transmettre des informations sensorielles. Elles sont chargées aussi de commander les muscles, les mouvements, et sont chargées aussi, dans le fond, de tâches plus complexes, comme la mémoire, le langage, le raisonnement, le comportement, la concentration, la coordination et les gestes plus complexes. Donc, selon comment notre cerveau fonctionne et connecté, ça a un impact sur nos comportements et nos façons de traiter l'information, donc d'apprendre. Et au fil du temps, les spécialistes, dans le fond, ils ont observé des conditions particulières, avec des particularités, dans le fond, chez certaines personnes. Ils ont nommé, ils les ont identifiés avec des mots qu'on peut voir, là, comme, dans le fond, le trouble de l'acquisition de la coordination, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, les tics, syndrome de Tourette, le trouble du spectre de l'autisme, autisme, le trouble du développement du langage et les troubles d'apprentissage. Là, vous pouvez voir comme autour de ces termes-là, il y a certaines particularités, en fait. Donc, là, si on regarde justement l'autisme en bas, on voit que les particularités du cerveau, dans le fond, il touche la communication sociale, les intérêts spécifiques et le traitement de l'information, entre autres. Parce qu'on s'entend que chaque
personne, chaque cerveau a une façon propre et unique de fonctionner avec ses propres caractéristiques, même les neurotypiques qu'on dit. Neurotypiques, c'est ce qu'on veut dire, c'est les cerveaux qui sont un peu plus dans la norme étant la majorité des gens. Donc, c'est ça. Mais il n'y a pas de meilleur ou de moins bon cerveau. En fait, chaque cerveau a une valeur égale avec ses forces, ses caractéristiques, ses particularités. C'est ce qui forme la neurodiversité au bout de la ligne. Alors, je pense que j'ai quand même réussi à résumer. J'ai peut-être débordé mon 2 minutes, mais voilà. On a du buffer, on est correct. Merci beaucoup, Marie-Ève. Vraiment très bien résumé. On connaît ici que la neurodiversité, ça concerne aussi les neurotypiques. Comme disait Marie-Ève, je trouve ça très important que tu l'aies inclus là-dedans, parce que ça fait en sorte qu'on fait tous partie de la neurodiversité, et non pas juste les gens qui ont un besoin particulier. Exactement. Exactement. Alors, on va poursuivre avec les résultats du sondage. Cette fois-là, on va aller avec la diversité des apprenants. Alors, en regardant les résultats, c'est rassurant de voir que vous êtes quand même 57% à penser que ce sont, dans la diversité des apprenants, ce sont des gens qui apprennent de façon différente de soi. Vous êtes, on est rendu à 63%. Également à dire, c'est nous, hein, c'est nous tous, car nous avons chacun notre meilleure façon d'apprendre. En fait, je regardais les résultats du sondage, je me posais la question suivante. Est-ce que tout le monde a compris c'est quoi la diversité des apprenants? À part les conceptions traditionnelles du genre « Ah, moi, je suis visuelle quand j'apprends » ou « Moi, je suis plus auditive quand j'apprends », il y a peut-être d'autres nuances. Et Daniel Cloutier, notre spécialiste, va nous en parler. Alors, effectivement, comme tu l'as si bien dit, il existe une multitude de styles d'apprentissage, une multitude de classifications, parce que oui, on aime à se repérer dans certaines catégories, et qui découlent de toutes sortes de théories aussi. À ça s'ajoutent les types d'intelligence ou encore les tests de quotient intellectuel. Alors, tout ça, ça fait en sorte qu'on peut arriver à déterminer, OK, toi, tu appartiens à tel type d'apprenant ou à tel autre type. Mais la chose la plus importante aujourd'hui que vous devez retenir, c'est que peu importe le type de classification, c'est l'amalgame de toutes ces caractéristiques-là qui nous définissent en tant qu'apprenants. Alors, si on regarde, on va aller à la diapo précédente, si on regarde l'image qu'on a choisie pour illustrer, on a choisi un certain type de classification. Donc, on pourrait être du type actif ou réflexif, du type sensoriel ou intuitif, verbal ou visuel, ou encore global ou séquentiel. Alors, ça veut dire que moi, en tant qu'apprenante, je pourrais très bien m'identifier à actif, sensoriel, global et visuel. Donc, ça fait de moi ce type d'apprenante-là. Toutefois, on remarque qu'il y a des personnes qui présentent un talent particulier, hein? Donc qui font preuve d'un plein potentiel, c'est-à-dire des personnes qui ont des aptitudes cognitives qui se démarquent. Et de ces personnes-là, on en parle peu. Et ce qui est important de savoir, c'est que parfois, elles peuvent se sentir isolées dans une classe ou se sentir différentes des autres personnes ou de la classe en général. Alors, c'est un peu de ça dont on veut parler aujourd'hui, puis vous dire que ce qui caractérise ces personnes-là à plein potentiel, ce sont trois éléments principaux. D'abord, des aptitudes intellectuelles élevées. Ensuite, la créativité. Ça veut dire dans l'originalité pour aborder la résolution de problèmes ou de situations. Finalement, et ce qui n'est pas négligé, l'engagement. On peut parler aussi de la motivation. Alors, on remarque que ces personnes-là ont beaucoup d'intérêt, font preuve de persévérance, font preuve d'un grand enthousiasme, ont souvent une certaine confiance en eux et sont curieux puis ont un certain besoin d'accomplissement. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Maxime qui est avec nous, qui correspond à ce descriptif-là. Alors, un petit peu plus tard,
dans la conférence, il va pouvoir vous parler un peu de ce qu'il vit. Ça, c'est quoi ça, Daniel? Ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Bien, à vrai dire, cette illustration-là fait référence aux formes d'intelligence, qui est aussi une façon de classifier les personnalités. Alors, donc, on a voulu là, voir qu'on peut réfléchir, on peut avoir une intelligence qui est plus musicale, qui est plus mathématique, etc. Alors, si jamais ça vous tente un jour de faire des petites recherches rapides là-dessus, vous allez tomber sur 8 formes d'intelligence et on les a illustrées à l'aide d'images. Merci. Enchaîne. Avec la diversité culturelle. Alors, voici encore une fois les résultats du sondage auxquels vous avez répondu. Heureusement, il reste encore quelques préjugés si on regarde la première rangée et la quatrième rangée. Mais heureusement, ce sont des chiffres qui sont très bas. Au contraire, quand on regarde la troisième rangée, c'est l'enrichissement de notre société avec 52 de réponses et on est rendu à 60, presque 13 de répondants qui ont dit que c'est une société multiculturelle enrichie par chaque culture. Alors, oui, je suis en train de perdre la voix. Ça fait longtemps au Québec qu'on est une société qui est ouverte à la diversité culturelle. On est une terre d'accueil, même depuis l'arrivée des Français et des Anglais, qui n'étaient même pas les premiers habitants du territoire. Je vous laisse Anna et Maria présenter la diversité culturelle. Donc, la diversité culturelle, effectivement, donc, je suis contente que tu l'aies mentionné que, les premiers Européens qui sont arrivés ici n'étaient pas les peuples fondateurs, contrairement à ce qu'ils ont, ils se sont autonominés, donc effectivement, il y avait des autochtones qui étaient là. Donc, c'est une terre d'accueil, c'est une terre d'immigration à proprement dit, le Québec, le Canada en général. Donc, on va faire la prochaine diapo. Donc, quand on parle de diversité culturelle, en fait, on a souvent, je vous dis, quelqu'un est différent, donc on pense à quoi? Sa façon de manger, sa façon de s'habiller, sa façon de parler, donc la langue, son accent, donc tout ce qui est visible. Mais en réalité, dans la diversité culturelle, je vous dirais que ce que vous voyez, c'est une infime partie de ce que ça implique réellement. C'est-à-dire que la plus grosse partie, donc j'aime bien la métaphore de l'iceberg ici, la plus grosse partie se trouve cachée, elle est sous l'eau. Mais c'est celle-là qui va le plus impacter, voire même façonner les interactions et les sociétés. Donc, quelques exemples. Donc, quelques exemples, on peut se dire, dans ma culture, par exemple, j'ai une éthique différente de la vôtre, ou encore ma notion du temps. Donc, est-ce que je suis plutôt du genre à arriver à 9h pile ou 9h05 et c'est pas considéré être en retard? Donc, c'est un peu ça aussi. Les styles de communication, bien évidemment, est-ce qu'on regarde dans les yeux, est-ce qu'on ne regarde pas dans les yeux, est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on vous voit? Donc, ça, c'est des exemples également. Autre chose, collaboration ou bien compétition, les valeurs aussi, les différentes valeurs sur différents sujets. Donc, tout ça pour dire que dans la diversité, c'est justement cette prise de conscience que l'autre est différent, mais c'est au-delà de ce qu'on peut voir. Donc, il y a tout un chemin qui se passe dans sa vie, il faut prendre en considération. Donc, j'ai envie de vous donner un exemple rapidement pour vous mettre dans votre situation d'étudiant. Vous êtes en travail d'équipe, vous avez un collègue qui semblerait venir d'ailleurs, parce qu'on voit bien qu'il est différent, mais on ne sait pas ça, parce que maintenant, le Québécois moyen, il est né ici, de parents nés d'ailleurs. Et finalement, on se rend compte que la personne est quand même réservée, ne parle pas, ne prend pas la parole, donc on assume que la personne n'est pas intéressée par notre travail d'équipe. Mais peut-être que dans sa culture, effectivement, la personne a un style de communication différent. On attend qu'on lui donne la parole, par exemple. Donc, c'est d'être sensible à ces réalités-là, et il y aura peut-être un peu moins de clash culturel qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile à ce moment-là d'être en interaction. Donc, je pense que j'ai grosso modo relativité la diversité culturelle. C'est immense. Alors, on va passer à la dernière diversité identitaire et sexuelle, toujours avec les résultats du sondage.
Appelons-nous, hein, il n'y a pas de mauvaise réponse à ce sondage-là. C'est vraiment un sondage de perception. Les chiffres sont très faibles au niveau des perceptions qui étaient peut-être un peu plus négatives. Hein? On le voit avec les 3 dernières rangées. Par contre, au niveau des perceptions plus neutres ou positives, alors les 3 premières rangées, ce sont les personnes transgenres, les bisexuels, les gays. C'est la communauté L2, LGBTQ+, et j'ai des amis ou des proches dans cette communauté, donc on voit ici que les chiffres sont plus élevés. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au niveau des questions que vous avez laissées dans le sondage, c'est probablement une des diversités dans lesquelles il y a eu le plus de questions. Alors, quand on va arriver à cette période-là, évidemment, on va les poser à Vincent, notre expert, qui va y répondre. Mais en attendant, je vous laisse la parole pour nous présenter cette diversité. OK. Donc, effectivement, la diversité sexuelle et identitaire, en fait, c'est la façon qu'une personne va s'identifier dans son genre, mais c'est aussi une façon que la personne va s'identifier dans son expression de genre. Donc, par exemple, dans le sondage qu'on a vu tantôt, un garçon qui met du vernis à ongles pourrait entrer dans l'identité, l'expression de genre, en fait, donc dans la minorité sexuelle. C'est aussi, ça dit sexe biologique, moi je vais plus dire comme organes génitaux, parce que si on dit sexe biologique, on peut entrer dans les trucs de chromosomes, puis si on s'en va là-dedans, on va juste s'en aller dans une autre direction, parce qu'on ne peut pas juger du genre d'une personne avec ses chromosomes, il y a trop de mix complexes. Okay? On parle aussi de l'attirance sexuelle, mais on parle aussi de l'attirance amoureuse. Et tous ces trucs-là, l'identité de genre, l'expression de genre, les organes sexuels et les attirances sexuelles et amoureuses ne sont pas liées entre elles aucune. Ça se peut qu'il y en ait qui fait tout, genre dans le concept cis hétéronormatif, mais ça peut être vraiment tout mélangé, puis ça fait partie de la diversité aussi. Fait que rapidement, l'identité de genre, c'est vraiment comment une personne se voit par rapport à son genre. C'est comment elle se voit par rapport au monde qui elle est, que ce soit homme, femme, en dehors du spectre ou à quelque part dans le spectre. L'expression de genre, c'est juste la façon qu'elle s'habille, qu'elle bouge, qu'elle parle. Comme je dis, ça peut être un garçon qui est très manly, mais qui met du vernis à ongles. Ça peut être une fille qui est très fille, cis, mais qui est très tomboy. Ça peut être quelqu'un qui est androgyne. C'est vraiment plus la façon de se présenter aux autres qui fait partie de l'expression de genre et qui n'a, encore une fois, aucun lien avec ni son genre, ni son attirance sexuelle ou amoureuse. Les organes génitaux, ça, je pense qu'on sait tout c'est quoi. Bon, c'est sûr qu'on a des organes génitaux qui sont plus masculins, féminins aussi. On a ceux qui sont intersexes, qui ont des organes génitaux qui sont soit un petit peu entre les deux, soit qui font les deux. Il y en a par exemple des personnes qui vont naître avec des clitoris très grands, puis on va se demander est-ce que c'est un petit pénis ou c'est un clitoris, on ne sait pas trop. Il y a des personnes qui vont naître avec une vulve, mais des testicules à l'intérieur du ventre. Ça fait plusieurs mix en fait sur les intersexes, c'est très très large. L'attirance sexuelle, gay, lesbienne, bisexuelle, transsexuelle, etc., etc. Pour qui c'est qui tu es attiré sexuellement. Tu peux être aussi asexuel parce que c'est juste pour l'attirance sexuelle. Et l'attirance émotionnelle ou affective, c'est vraiment qui tu tombes amoureux de qui. Étrangement, oui, il peut y avoir une différence. Tu peux être quelqu'un de homosexuel, de gay par exemple, mais pas romantique. Ce qui veut dire que sexuellement, tu es attiré par un gars, asexuellement, tu es attiré par les hommes, mais tu pourrais tomber en amour avec une femme, il n'y aurait juste pas de sexualité avec cette personne-là, mais tu pourrais très bien tomber en amour avec elle. Donc, c'est les diversités sexuelles et de genre. Je pense que c'est le temps de la discussion maintenant que la table est mise, que vous avez une petite idée de ce que c'est les 4 types de diversité dont on essaie de discuter aujourd'hui. Donc, la discussion va être lancée dans quelques instants. Petite note, je nous invite à faire des réflexions globalement, tout le monde, sur les différentes sphères sociales qui nous entourent. Évidemment, la sphère personnelle, c'est une chose, mais il y a la sphère amicale, la vie amoureuse, la vie familiale,
la vie scolaire, la vie professionnelle. Donc, on essaie de faire des liens avec tout ça aujourd'hui. Et comme disait Marie-France tantôt, pourquoi on fait une conférence là-dessus dans le cadre d'un cours environnement professionnel? C'est parce que dans le monde du travail, la diversité, elle est là. Elle est là dans la vie scolaire. Donc, vie scolaire, vie professionnelle, c'est ce qui vous attend. Vie scolaire, c'est ce que vous vivez maintenant. Tout le reste, ça fait partie de notre vie aussi. Alors, sans plus tarder, on va passer à la première question. On va se laisser à peu près 10 minutes pour essayer d'avoir une gestion de temps dans l'ensemble des questions qu'on veut vous présenter. Et puis, ça va être assez libre. Ceux qui veulent prendre la parole, levez la main, à moins que personne ne le fasse commencer à parler. Si tout le monde veut parler, là, on fera des petits tours de parole. Donc, on va gérer ça. Première question, pouvez-vous identifier les préjugés et les craintes dont vous êtes victime en lien avec votre diversité dans les différentes sphères sociales qu'on a mentionnées? Alors, qui a envie de lancer une balle avec les préjugés et les craintes? Vincent? Vincent, on t'écoute, Vincent. Mais c'est sûr que dans le côté amical, quelqu'un qui fait partie de la diversité sexuelle et de genre, tu sais, maintenant tu commentes à tes amis, il peut avoir la crainte que tes amis pensent que tu vas essayer avec eux, dans le fond. Souvent, on voit les hommes, c'est surtout chez les hommes, en fait, que quand ils apprennent qu'un de leurs amis est gay, ils ont comme je sais pas comment dire ça, ils ont comme peur que leur ami est un homme. Ça, c'est une crainte préjugée que c'est pas parce que, mettons, on aime les gars qu'on les aime tous. Puis que ça veut pas dire qu'on va s'essayer avec des gens que clairement on sait qu'ils sont pas intéressés. C'est sûr que quand tu rencontres de nouvelles personnes, il y a aussi la peur de se faire rejeter à cause de cette diversité. Sauf que moi, je vais y aller, mais Charlie, tu m'as dit si tu vas arrêter. Moi, je suis embarquée pour par rapport à ça. Ok, donc pour moi, c'est ça comme moi, je me considère une non-binaire, précisément agender, c'est-à-dire que je m'associe à aucun genre. Pour moi, un préjugé que crains dans la diversité, c'est le fait de toujours devoir être dans la binarité, de toujours devoir m'associer à un genre. Et à chaque fois que je m'introduis, j'ai toujours la peur que les gens vont me considérer une femme, les gens vont me considérer un gars. Toujours peur aussi des adjectifs, comment on les accorde. Pour moi, c'est comme un préjugé, une crainte par rapport à la diversité qui est plus la binarité aussi, et non juste sexuelle. Merci, Charlie. Est-ce que quelqu'un peut enchaîner avec les préjugés, les craintes? Je veux juste faire un petit bout là-dessus, justement. C'est comme, il faut toujours comme cadrer, avec un mot, avec une catégorie. C'est un peu la même chose aussi avec la neurodiversité. Il faut toujours, on va dire, OK, une personne autiste est comme ça, une personne TDAH est comme ça, mais c'est pas vrai au bout de la ligne. Au bout de la ligne, chacun est vraiment différent, le vit à sa façon, il y a une variabilité, c'est biologique, c'est psychologique, c'est tout. Fait que je sais pas si Catherine, tu voudrais comme enchaîner un peu, toi, avec. C'est ça, justement, je voudrais enchaîner là-dessus, là, comme quoi, quand je dis à mon entourage, par exemple, que je suis autiste, ils disent genre, ah, ben, ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que tu es extrêmement intelligent, est-ce que ça veut dire que tu es extrêmement stupide? Puis que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui confondent l'intelligence avec le fonctionnement, dans le vocabulaire. Puis aussi qui estiment qu'on n'a aucune vie sociale juste parce qu'on a un peu de difficulté à socialiser. Puis c'est poche qu'on met tout dans les petites boîtes. Assumer juste parce que peut-être tu as plus de difficulté à socialiser, ou tu as plus de difficulté à exprimer ce que tu ressens. Puis aussi, on est juste dans certaines catégories. Comme il y a beaucoup de gens qui estiment que les personnes autistes sont juste des hommes, puis qu'il n'y a quasiment pas de femmes, puis qu'il n'y en a juste pas pantoute qui sont autistes. Fait que je pense que c'est un autre préjugé. Puis de rentrer dans les craintes également, c'est de justement s'exprimer, puis de s'ouvrir aux autres, justement par peur de nous mettre dans les préjugés, dans le fond. Yes, un peu pareil aussi, je peux embarquer, moi c'est Max. Dans le fond, je me considère comme quelqu'un qui travaille bien un peu de mon côté aussi, dans les diversités des apprenants, c'est différentes manières d'apprendre. Moi, souvent, je suis quelqu'un qui essaie beaucoup de pousser plus, je vais souvent être beaucoup en avance dans mes cours, prendre beaucoup d'avance, parce que j'apprends bien de mon côté, puis j'aime ça aussi apprendre par moi-même. Donc, souvent, ça va pas être rare que lorsque je suis en avance dans mes travaux, que les professeurs, des fois, montrent mes travaux en exemple parce que je suis un petit peu d'avance. Ça va pas être rare que je vais me faire initier avec l'étiquette de bolé ou le bol ou un truc comme ça. Donc, souvent, comme tel,
c'est pas nécessairement peut-être aussi dérangeant que les autres diversités, là. Je dirais pas nécessairement jusqu'à comparer nos deux problèmes, mais des fois, c'est sûr que ça peut arriver avec certains préjugés qui, des fois, te mettent dans une boîte. Des fois, ça fait que tu as moins envie, des fois, de partager ce que tu as fait ou tu as moins envie de parler de tes fiertés ou tout ça, parce que tu as l'impression que ça va empiéter sur celle des autres, même si au final, je considère que c'est important quand même d'être fier de qui on est. Ouais. Merci, Max. Merci, Catherine. Merci tout le monde. Maria, tu as envie d'enchaîner? Oui, je voulais parler de la diversité culturelle. Oui, excusez. Mes craintes et préjugés, c'est plus concernant ma religion et mes origines. En fait, je crains d'être mise à l'écart ou de ne pas avoir d'amis, ou même de vie sociale tout court, surtout quand je m'apprête à me présenter. Je leur dis, oui, je suis musulmane, je viens d'Afrique, je suis arabe. C'est genre les 3 termes, il ne faut pas dire dans une seule phrase d'un coup, parce que ça va faire peur à l'autre en fait. Ils vont directement nous étiqueter avec des mauvaises caractéristiques. Ils vont directement dans leur tête, avant même de nous connaître, avoir une mauvaise image de moi ou de nous en tant que peuple. Donc, c'est ça mes craintes et préjugés concernant mes origines. Le mot étiquette semble revenir beaucoup. Les étiquettes, tous les préjugés associés aux étiquettes. Moi, en fait, ces 2 mots-là, à vous écouter parler, là, qui surgissent. Vincent? Oui, en fait, il y avait 2 préjugés que je voulais aussi dire parce que je pense qu'ils sont importants. Je voulais parler de la biphobie. On parle beaucoup, tu sais, les gays, les lesbiennes, tout, mais on oublie souvent qu'il y a énormément de biphobie. On est face des personnes bisexuelles, puis je remarque que c'est beaucoup chez les hommes. On va voir, j'ai souvent vu malheureusement des femmes qui aiment les hommes qui vont refuser de sortir avec un homme qui est bisexuel parce qu'il y a déjà eu du sexe avec des hommes puis c'est dégueulasse. Puis je trouve ça vraiment, ça c'est une discrimination, c'est vraiment triste que ça arrive. Puis une des pires aussi, parce qu'on a parlé d'identité sexuelle, mais aussi d'identité de genre. Les personnes transgenres, ici c'est moins pire, mais par exemple aux États-Unis, on voit beaucoup la problématique des salles de bain. Qu'on ne veut pas que, par exemple, les femmes trans aient dans une salle de bain pour femmes, parce que ça va laisser la porte ouverte à des hommes cis, ces gens qui s'identifient comme hommes, qui sont nés avec un pénis et tout, de se déguiser en femmes pour aller observer les femmes qui font pipi dans les toilettes. Sauf que si on décide comme, OK, dépendamment de tes organes génitaux, tu vas dans telle ou telle toilette, ça fait en sorte que les hommes trans qui en a partout et qu'on ne les voit pas, eux autres, ils vont aller dans les toilettes pour femmes. Donc, c'est beaucoup plus facile pour un homme, c'est genre, de rentrer dans une toilette pour femmes qui va dire, oh, je suis un homme trans, j'ai le droit d'être là. C'est pas plus facile pour lui de faire ça que de se déguiser en fille pour aller dans les toilettes. Mais il y a ça aussi, qui est une grosse discrimination, que les personnes trans, c'est pas juste parce qu'ils n'aiment pas leur corps ou parce qu'ils se trouvent pas beaux ou quoi que ce soit, ou c'est des gays qui s'ignorent. C'est vraiment plus profond que ça. Merci, Vincent. C'est riche en témoignages aujourd'hui déjà. Est-ce que vous avez envie d'ajouter d'autres choses au niveau des préjugés, des craintes dont votre diversité peut être victime parfois? Oui, Maria. Oui, en fait, j'ai une certaine crainte au niveau professionnel dans mon avenir. En fait, quand je me ferai embaucher par une société ou n'importe qui, j'ai peur que lorsque je me présenterai, je dirai, OK, je suis d'origine africaine, je suis musulmane et je suis arabe. Et j'ai peur de le refus du poste à cause de ça, justement. Et c'est ça. Et en plus, le fait que les gens ne prennent pas le temps de nous connaître avant de nous juger directement, c'est ça ma plus grosse peur, en fait. Oui, j'entends ça, puis j'avais envie d'enchaîner. Ben, ça me fait penser le fait de avoir un nouveau travail, des trucs comme ça. Comme moi, personnellement, c'est ça, je suis agender et j'ai changé de nom parce que mon nom à la base c'est très féminin et moi je fais quelque chose de vraiment plus neutre. Fait que là, c'est la crainte de toujours que les gens sachent mon nom de naissance, qu'on appelle aussi dead name dans la communauté parce qu'il est mort, on ne peut plus l'utiliser. Fait que les gens voient, qu'ils sachent que le nom que j'utilise n'est pas mon nom légal, etc. Ça, je trouve que c'est une crainte pour moi. Puis aussi, tant que je dois être engagée, c'est toujours mon nom légal qui est affiché. Parce que c'est avec le gouvernement. Parce que c'est toujours une crainte là, que je dois avoir un nouveau travail. Je dois me présenter avec un nom que je ne l'aime pas
ah, c'est pas à ça que je m'identifie, c'est Charlie, mais c'est toujours dur de devoir le dire et l'expliquer à des nouveaux employeurs. Pour conclure, j'aurais envie d'utiliser un terme qui, corrigez-moi si ce n'est pas la bonne utilisation, parce que vous êtes plus spécialisé que moi, mais on entend beaucoup parler dans la société de racisme systémique, discrimination systémique. Au Québec, c'est une réalité qui est là, malheureusement. Peut-être pas aussi forte que dans certains États américains, mais je pense que c'est beaucoup relié aux préjugés et aux craintes. J'aimerais ça peut-être entendre Anna, peut-être là-dessus. Oui, tout à fait. Donc, toujours dans la lignée et par rapport justement à la discrimination, racisme systémique, en fait, ce qu'il faut comprendre quand on dit discrimination systémique, c'est pas de dire que les gens sont racistes. C'est pas ça la question. C'est pas du tout ça. On ne dit pas à quelqu'un parce que la société est raciste, il y a eu de la discrimination ou du racisme systémique, que ça fait que les gens au complet sont tous des racistes, tous des méchants. Ou encore les préjugés. En fait, ce que ça veut dire, c'est que le système dans lequel on vit a été bâti, a été fait par les gens qui sont normaux, par la norme, donc la majorité. Donc, automatiquement, les gens qui n'entrent pas dans cette norme sont automatiquement lésés par rapport à ce qui se passe. Donc, ça, c'est vrai pour toutes les diversités qu'on a ici sur le plateau aujourd'hui. Donc, notre système est fait en sorte, et je pense que même en tant que femme, on pourrait dire ça dans une certaine mesure, bon, c'est encore un peu vrai, pas partout, mais encore un peu vrai, parce que ça a été fait par des hommes blancs. Je veux dire, je dirais même dans la quarantaine. Donc, c'est spécifiquement ça. Une anecdote que je pourrais peut-être donner, si, bon, je sais pas, peut-être vous allez travailler dans des bureaux, il y a toujours une chicane par rapport à la température des bureaux. Les femmes ont froid, les hommes ont chaud. Et la norme, c'est quoi? C'est 21 degrés, je crois. C'est ça qu'on est. Mais en fait, biologiquement, je pense que les femmes, on a besoin de plus chaud que ça. Le 21 degrés, c'est pour les hommes. Et ça, quand ça m'a frappé, j'ai fait, OK, donc c'est ça, en fait, c'est ça la discrimination systémique. C'est qu'on se pose même plus la question, c'est devenu la norme. La norme. Et c'est un exemple intéressant. Je vais pas à la maison. Je vais faire un petit peu sur la norme, justement. Quand on est hors norme, dans la neurodiversité, on vient souvent avec l'étiquette de trouble. Le mot trouble. Trouble du spectre de l'autisme, trouble du déficit de l'attention, trouble du développement de la coordination, trouble d'apprentissage, trouble. Alors ça, c'est des étiquettes très péjoratives. Et pour justement, le mouvement pour la neurodiversité souhaiterait qu'on enlève ces étiquettes-là qui sont péjoratives. Parce que justement, qu'est-ce qui dit que c'est un trouble? C'est pas un trouble parce que ton cerveau fonctionne comme ça, parce que ton cerveau il est plus créatif, il s'active plus sensoriellement, parce que. Donc, c'est toute cette notion-là, justement, puis c'est tout le temps basé sur la norme, la majorité des gens et tout. Mais de plus en plus, on voit en tout cas, il y a des mouvements pour tendre à enlever ces normes-là un peu, parce qu'on se fie sur quoi? Tu vas dans une autre société, tu vas dans un autre pays. Un tel comportement ne sera pas perçu comme un trouble. Donc, elle est où la norme de la ligne? Donc, elle est où la norme? Ouais. On va passer à la prochaine question. On va enchaîner. Oui, parce que, effectivement, à partir des craintes, peut-être qu'on peut poser la question suivante. C'est quoi les défis qui sont en lien avec votre diversité? Vous en avez donné déjà. Ça fait peut-être qu'on va passer un peu plus rapidement sur cette question-là, mais peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui sont à identifier. Alors, on vous pose une question. Quels sont les défis qui sont en lien avec votre diversité? J'ai envie de me lancer peut-être de l'ordre plutôt personnel, donc de l'anecdotique. Le plus gros défi, en fait, c'est l'amalgame, je vous dirais. Dans le sens, un peu comme Maria, moi aussi, je suis d'origine marocaine, donc de parents musulmans. J'ai grandi dans une famille musulmane également, et on parle arabe à la maison. Mais évidemment, moi, je suis arrivée ici très, très, très jeune, donc je me suis bâtie mon identité entre-temps. Et bon, c'est un espèce de mélange d'un peu les deux. Donc, société québécoise, de ce que j'ai appris à la maison. Donc, c'est le cas, je pense, pour la majorité des étudiants qui sont de parents qui viennent d'ailleurs. Et cet amalgame vient d'un point de vue professionnel. Donc, j'étais dans mon ancien emploi, dans un bureau justement où la température était à 21 degrés. Et j'avais reçu un autre emploi comme j'allais enseigner la francisation
dans un cégep. Donc, j'étais bien heureuse d'annoncer la nouvelle à mes anciens patrons leur disant que j'ai quitté mes fonctions parce que j'allais enseigner la francisation et c'était durant l'époque où on avait reçu beaucoup de réfugiés syriens. Donc, il y avait une espèce de besoin à ce moment-là et j'ai été embauchée dans ce cadre-là et mon patron, à ce moment-là, me dit « Ah, t'as été embauchée parce que tu parles arabe. » Mais on s'entend, c'est des classes de francisation. Donc, c'est comme ça, on discrédite. En fait, tout se ramène toujours à nos origines. Donc, c'est de prouver qu'on est autre chose que ce que j'ai là. Donc, oui, j'ai peut-être le look de l'arabe, j'ai peut-être des habitudes aussi culturelles qui trahissent, en fait, ce truc-là. Mais en réalité, je suis plus que ça. Je suis une personne qui adore le français, donc je suis allée en francisation, c'est pas pour rien. J'ai eu plein d'autres qualités et plein d'autres compétences qui sont au-delà d'être capable de parler arabe. Donc, voilà, ça, c'est un des plus gros. C'est que les gens nous détachent de encore une fois, l'étiquette de monde. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un amalgame? C'est prendre deux concepts, puis les lier ensemble, qui faisaient partie d'un seul concept. Donc, Maria, tu vas enchaîner? Pour continuer sur ce qu'elle vient de dire, les plus gros défis, ce serait de ne plus être associé à l'étranger. L'étranger ou les migrants, ou même le slave arabe qui vient, genre, c'est vraiment aussi de relever le défi que lorsqu'on passe lors d'un entretien, notre nom de famille qui est vraiment différent des noms de famille courants ici, ne soit pas la cause du nom, du refus de l'emploi. Que quand je leur dirais, je suis africaine, oh, ils disent c'est bien, good, et que je dise musulmane et qu'ils n'aient pas peur, genre qu'ils ne me refusent pas une opportunité pour mon avenir juste pour ça. Genre, le plus gros défi, ce serait vraiment d'être comme eux, en fait, sur le plan culturel. C'est d'être intégré dans leur culture, c'est tout. Merci. Quelqu'un d'autre qui voudrait ajouter des choses, Max? Je peux aller. C'est plus dans une autre branche, c'est sûr qu'on s'éloigne un peu de ce genre de défi-là. Parce que moi, c'est vraiment plus dans le milieu scolaire que ça en vient, mais c'est un peu aussi dans le milieu professionnel. Mais dans tout ce qui est un peu, ce qu'on peut considérer comme des élèves qui sont surdoués ou qui ont des talents particuliers, souvent, un des défis, ça va être d'assumer un certain talent qu'on a. Parce que souvent, dans la société, surtout au Québec, dès qu'on est fier de quelque chose ou qu'on a fait quelque chose qui n'est pas nécessairement dans la norme, souvent, lorsqu'on essaie d'en parler, ça va être vu comme quelque chose qui est une différence ou qui est comme un peu show-off. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait une augmentation, des fois, il va même hésiter à en parler parce que ça pourrait être perçu comme vouloir se vanter, vouloir avoir la meilleure que les autres, tandis qu'au contraire, c'est juste être fier de ce qu'on a fait puis vouloir le partager aux autres. Donc, si on transmet ça dans le contexte scolaire, c'est un peu pareil. Des fois, lorsqu'on fait des bons coups, ou on prend de l'avance dans certains travaux, ou on a des aptitudes particulières dans certaines compétences, ben parfois, certains élèves vont en mettre d'autres à l'écart en disant « Ah oui, toi, t'es bolé, t'as tout le temps une bonne note. » Tu sais, on n'a pas nécessairement besoin de voir qu'est-ce que tu fais parce qu'on sait que dans tous les cas, tu vas avoir 100% puis that's it. Mais des fois, au contraire, lorsqu'on s'intéresse à ces personnes-là, ben, des fois, c'est des gens qui veulent au contraire partager leur savoir, qui veulent aider les autres à faire mieux, à pouvoir performer comme eux. Donc, des fois, ça, c'est certains défis qu'on a d'assumer et d'être fier de ce qu'on fait sans que ça paraisse nécessairement comme de la fausse modestie ou juste pour se vanter. Des fois, ça, c'est un petit défi qu'il peut avoir. Merci. J'enchaînerais peut-être là-dessus, bien que ce ne soit pas le cas nécessairement de Maxime, mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que parfois, surtout au niveau scolaire, bien qu'on a évoqué précédemment que ces gens-là ont une très grande motivation, il peut y arriver aussi qu'ils décrochent carrément parce que le rythme n'est pas assez rapide. Alors, on va retrouver parfois des personnes qui ont un talent particulier dans une classe, qui vont faire autre chose, ou qui vont déranger la classe, ou qui vont tout simplement dire « Oh, ça donne à rien, moi je continue pas, ça va pas assez vite ». Alors, le décrochage, là, ça peut être aussi un défi par rapport à ça. Je peux témoigner, moi aussi. Maxime est dans ma classe. Des fois, je parle, il m'écoute plus parce qu'il est rendu 2 pas d'avance sur moi. Il est rendu plus loin et qu'il n'a plus besoin de m'écouter parce qu'il a déjà compris ce que je voulais dire avant même de le dire. C'est vraiment spécial. Puis, des fois, c'est juste si on continue là-dessus. Souvent, ça, parce qu'on n'en parle pas nécessairement tout le temps des gens qui ont de la facilité. Souvent, on met de l'avant ceux qui ont plus de difficultés ou il va y avoir plus d'encadrement pour eux. Puis, je ne sais pas nécessairement que je veux plus d'encadrement, mais des fois, il pourrait avoir une certaine compréhension puis une certaine empathie envers ça, parce que c'est souvent arrivé, par exemple au secondaire, que je vois des professeurs que pour eux, c'était inadmissible que je fasse quoi que ce soit d'autre que écouter activement leur cours one-on-one, les regarder dans les yeux,
les écouter qui me parlent de la grande noirceur. J'ai compris la grande noirceur. Je fais autre chose en attendant parce que j'ai compris. Je suis en avance dans mes affaires. Ton examen, je le vois venir. J'ai déjà étudié pour mes affaires. Je fais mon devoir de maths en attendant parce que j'ai une facilité. Mais des fois, ils veulent vraiment toute leur attention sur eux. Parce que des fois, c'est pas nécessairement parce que je les écoute pas, c'est pas parce que c'est pas intéressant, mais c'est parce que j'ai déjà acquis ce qu'ils voulaient m'apprendre. Donc voilà. Merci. Hey, quel riche échange déjà, là. J'ai expliqué ça. All right. Ça me tente-tu d'ajouter quelque chose avant qu'on passe? Oui, Vincent. Il y a deux défis que je voulais parler par rapport à la diversité de genre et sexuelle. Ben, la première, c'est imaginez quand tu es en relation depuis 3 ans, puis que tu te rends compte que finalement, tu te changes, tu évolues dans ton orientation sexuelle ou identité de genre. Méchant défi, surtout quand tu es, mettons, dans un couple hétérosexuel, puis il y a une des personnes qui fait comme, écoute, je vais transitionner, je me sens pas femme, je suis homme. Ouch! C'est un méchant défi, puis il y a beaucoup de couples qui ne survivent pas à ça. Il y en a que oui, c'est génial, mais il y en a d'autres qui ne survivent pas, puis c'est normal aussi. T'sais, on ne peut pas forcer personne, mais ça reste un gros défi. Puis un autre défi, dans le côté professionnel, puis ça, c'est quelque chose qu'on m'a déjà raconté, c'est que tu arrives là, puis quand tu es dans une transition, puis que tu ne passes pas encore, genre, tu es en train de faire ta transition, puis tu ne mets pas l'air encore 100% fille ou 100% gars, il y a des employeurs qui vont demander des questions assez intimes et indiscrètes. Genre, ah oui, t'as-tu ton opération, t'es rendu dans ta transition, puis c'est comme, mais ça te regarde pas. Genre, non, mais c'est ça, c'est quelque chose que quelqu'un a raconté, je fais comme, ça se demande pas, ces trucs-là. Quand c'est un employeur qui veut comme voir à quel point c'est légitime, qui t'appelle elle au lieu de il, ça reste un méchant défi à gérer. Ouais. Charlie. Moi, j'aimerais ça rajouter sur la vie amoureuse. On a parlé tantôt comme moi, c'est pas nécessairement le défi d'évoluer dans mon temps. C'est genre, parce que mon Dieu, que j'ai évolué. Dans ces genres, j'ai passé par beaucoup de. Je me suis questionnée longtemps, j'ai passé par tranche, j'ai passé par ci. Puis, tu sais, c'est ça maintenant, tu sais, je me considère comme aucun des genres. Puis, c'est vraiment dur quand je recherche quelqu'un, autant que ce soit amoureux ou sexuel. Les gens ils vont toujours comme me considérer comme une fille ou un gars, dépendamment de comment ils m'ont connu avant ou de mon sexe, de mes parties génitales, des trucs comme ça. Fait que je trouve ça tellement dérangeant. Et j'aime vraiment pas ça parce que souvent, dans les relations, je les considère comme la petite amie. Puis, et ça me dégoûte vraiment parce que je suis pas une petite amie. Puis à chaque fois qu'il faut s'introduire, admettons, dans les familles, moi, j'ai peur de ces moments-là. Ça peut jamais arriver. Heureusement. Et j'ai peur que si ça arrivait, j'allais devoir me présenter comme si je suis avec un gars, c'est une de mes craintes parce que j'ai trop peur de. Même juste quand on me voit dans la rue, j'ai trop peur qu'on me considère comme la fille à côté parce que j'ai une expression de genre très féminine. J'aime mettre des robes, j'aime plein de trucs comme ça. Sauf qu'à cause de mon apparence, souvent les gens vont tout de suite répéter une femme, puis ça, je trouve que c'est vraiment un défi pour moi. Un autre amalgame, justement. Merci tout le monde. Je pense que. Est-ce qu'on passe à la prochaine question? Oui. Vous êtes tous à l'aise avec ça? Yes. Alors. Maintenant, allons essayer d'explorer le positif en posant la question comment pouvez-vous identifier comment les caractéristiques de notre diversité peuvent enrichir notre société? Ça m'intéresse beaucoup parce que moi, j'ai la certitude que c'est le cas. Ça, c'est mon application. Maria? En fait, je dirais qu'on s'auto-enrichit. C'est moi, en même temps qu'immigrante qui vient au Canada, je rapporte avec moi une nouvelle histoire, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle langue. Vraiment, tout est nouveau pour justement le peuple canadien ici. Et eux aussi sont nouveaux pour moi. J'apprends leur langue, j'apprends leur façon de parler, leur humour, leur nourriture, leur tradition. Donc, je leur apporte un truc, ils me donnent aussi une nouveauté. Donc, pour moi, on s'auto-enrichit des deux côtés. C'est cool, ça me concept auto-enrichissement. Quelqu'un d'autre qui va enchaîner ça? Ouais, je peux enchaîner un peu. Si on regarde un peu les particularités du cerveau d'une personne autiste, on constate que le visuel va être très, très important versus l'auditif, versus
tout ce qui est abstrait. Dans le fond, le cerveau va enregistrer plus facilement l'information visuelle. Donc, ça peut être un défi, oui, parce qu'on s'entend que dans la communication verbale et dans tout ce qui est non dit dans les codes sociaux, c'est difficile, mais dans les caractéristiques qui peuvent être des forces, la perception visuelle, je crois que ça peut être vraiment un aspect très, très, très enrichissant. Je ne sais pas si Catherine, tu peux donner un petit exemple, par exemple. Justement, moi, je suis plus quelqu'un qui arrive à apprendre avec le visuel. Fait que ça se peut que des fois, quand on me présente un projet, puis je remarque certains détails que peut-être d'autres personnes ne voient pas. Puis je pense que c'est une des caractéristiques d'enrichissement. Puis je pense qu'un autre, ça pourrait être aussi la différente perception d'une situation. Comme peut-être que quelqu'un qui est neurotypique voit une situation d'une certaine façon, mais nous, on peut arriver avec un autre point de vue. Fait qu'on peut mieux avoir la perception de tout le monde dans une situation. C'est justement, dans une société, justement, vu les normes, on est habitué de penser d'une façon de voir, de percevoir une situation d'une façon qui a été normée. Parce que quand on a la part et on laisse la parole et qu'on considère tous les individus neurodivergents sur un même pied d'égalité, dans le fond, ça nous emmène une perspective qui peut être totalement différente de ce qu'on est habitué de voir. Donc, c'est vraiment très, très, très enrichissant. D'autres qui peuvent enrichir notre société? Oui, je me lancerai là-dessus. Moi, je pense que la diversité culturelle est enrichissante dans la recherche de solutions à des problèmes sociaux. Dans le sens, si on prend l'exemple des changements climatiques, moi, j'ai envie de dire, les Autochtones, je crois qu'ils ont la solution. Donc, mais ça, c'est vrai aussi pour différents aspects de notre société. Donc, du moment qu'il y a un problème, on est confronté à un problème, nous, on voit les choses avec nos lunettes sociales québécoises. Mais si on a la chance d'écouter d'autres points de vue, un peu comme ce que disait, parce que moi, j'ai oublié ton nom, je suis désolée. Donc, si on a les points de vue de différents groupes, de différentes personnes, à ce moment, on arrive avec une solution qui est un peu plus complète, je crois. La collaboration. Voilà. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je pense que la diversité sexuelle et de genre, ce que ça peut amener comme enrichissement, c'est nous permettre de briser ce qui est binaire, de briser ce cadre dans lequel on est, puis ce cadre-là qui peut blesser aussi aux personnes qui sont cisgenres et hétérosexuelles. Tu sais, tout ce qui est masculinité toxique, tout ce qui est les genres de rôles, genre, toi t'es une fille, il faut que tu fasses ça, toi t'es un gars, il faut que tu t'habilles comme ça. Ça se peut qu'il y ait des hommes, cisgenres, hétérosexuels, qui aimeraient ça, qui aiment porter des robes, des jupes, porter du cutex, puis ils ne font pas à cause de ça. Fait que je pense que notre diversité ouvre ce genre de porte-là à. Tu n'as pas besoin d'être trans ou d'être gay ou d'être peu importe pour porter ce que tu veux, faire ce que tu veux, puis t'exprimer comme tu veux. Comme on a parlé de la diversité d'expression, c'est juste l'expression de genre, ça ouvre, ça brise ces cadres-là qui peuvent heurter en fait tout le monde. Ça enlève tellement de la pression sur un individu, sur les gens. Vraiment. J'ai une anecdote qui me vient tout d'un coup. J'avais une blonde à une époque qui venait des régions du Québec où les choses sont plus normatives. Les gens sont moins flyés. Puis à Montréal, elle est arrivée à Montréal, puis elle s'est acheté une robe complètement flyée, colorée, bigarrée, tout le kit. Et elle s'est promenée dans la rue, des gros talons de la robe. Il n'y a personne qui la regardait. Elle était comme, c'est absolument merveilleux de pouvoir me promener avec cette robe-là, alors que dans mon petit patelin du Québec, je serais jugé comme bizarre, weirdo, alors que ici, personne ne me regarde parce qu'à Montréal, vous savez, il y a une diversité un peu plus grande à certains égards. Donc, je vais juste partager ce petit moment-là qui était vraiment savoureux. Maria. Oui, concernant les enrichissements, c'est plutôt l'inverse. Le Canada m'a vraiment enrichi sur un plan d'avoir un open mind. Avant, j'étais vraiment comment on appelle ça, un esprit fermé. Mais en venant ici, j'ai découvert pas juste une seule culture. Il faut dire que le Canada, c'est la maison de toutes les cultures. Il y a de tout. Autochtones, indiens, hindous,
Européens, Africains, il y a vraiment de tout. Donc, j'ai appris à les accepter tous comme ils sont. Avant que je rencontrais des personnes lesbiennes ou gays, ça me paraissait bizarre. Mais maintenant, là, c'est tout à fait normal pour moi de les rencontrer. Je me sens à l'aise, contrairement à avant. Donc, je dirais que ça m'a vraiment beaucoup enrichi sur le plan émotionnel, intellectuel, vraiment sur tous les plans qui peuvent exister. Donc, on parle d'un enrichissement bidirectionnel. Exactement. Oui, j'adore que tu aies pris cette tangente-là de revirer la question à l'envers, de dire pas qu'est-ce que ma diversité peut apporter aux autres, mais qu'est-ce que les autres diversités m'apportent. Génial. Quelqu'un d'autre veut ajouter? Je pourrais aller aussi là, par rapport aux différents types d'apprenants puis aux différents apprenants à l'école ou dans les milieux professionnels. Je pense que autant les personnes qui ont de la difficulté que les personnes qui ont de la facilité peuvent amener quelque chose de positif aux différents groupes. Parce que c'est sûr que c'est facile des fois, quand on est en classe ou qu'on doit faire un travail d'équipe, d'éviter les gens qui ont plus de difficultés scolaires, ou parfois d'éviter les gens qui en ont trop pour se dire il va vouloir que tout soit parfait, il va vouloir que tout soit super réglementé, ou que quelqu'un qui a plus de difficultés, il va être paresseux, tout ça. Tandis que des fois, ça, c'est des préjugés, parce que quelqu'un qui a plus de difficultés, des fois, au contraire, ça peut devenir un super allié quand tu lui apprends à faire une méthode de travail, tu apprends à collaborer avec lui. C'est pareil comme quelqu'un qui a de la facilité, des fois, c'est rare, par exemple, comme moi, là, que je me considère comme quelqu'un qui a de la facilité à l'école. Si je fais un travail d'équipe, je vais très rarement m'isoler, dire fais ta partie, je fais ma partie, puis je vais juste avoir fini ma partie après une journée, puis je vais remettre ça, puis je vais dire faites votre affaire. Au contraire, je vais beaucoup être dans l'entraide et dans la collaboration pour justement aider ceux qui auraient plus de difficultés. Donc, des fois, si on a de la difficulté, ne pas hésiter des fois d'aller voir ceux qui ont plus de facilité pour demander de l'aide, demander un esprit de collaboration, puis pas penser nécessairement que parce qu'ils sont bons, ils ne vont pas vouloir se mettre avec vous. Au contraire, moi, j'apprends beaucoup à être avec des gens, j'apprends beaucoup à apprendre aux autres, puis j'aime au contraire partager un peu les connaissances que j'ai. Donc, voilà. Je vais peut-être illustrer le propos de Maxime par deux images. La première étant celle de la locomotive. Hein, dans une équipe de travail, des personnes plus talentueuses vont souvent avoir cette espèce d'effet-là d'entraînement et d'aller plus loin. Et la seconde image est celle de l'arbre et de ses racines. Alors, on peut facilement, c'est souvent les gens qui vont questionner les choses, les théories, les principes et qui vont vouloir aller plus loin. Alors, quand j'illustre par l'arbre et ses racines, on peut penser que j'ai une idée et qu'elle se défait en toutes sortes de racines. Donc, c'est que ma pensée va vers plusieurs questionnements qui émergent. Et ça, souvent, ça amène justement la réflexion et ça amène à voir les choses sous d'autres avenues. Donc, ça peut être très riche à ce niveau-là. C'est pas mal génial qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes d'accord tout le monde, mais je trouve, parce que pour terminer sur ce volet-là, j'ajouterais qu'il y a un mot qui m'accroche. Je n'ai pas du tout préparé ce que je veux dire. Je vais juste réagir, mais le mot normatif, hétéronormatif, tout ça. Puis, il y a une chose qui est certaine, c'est que la diversité a brisé la normativité. Puis ça me touche beaucoup parce que je le vis, j'habite sur le plateau Mont-Royal, quartier très artistique de Montréal. Puis moi, à chaque coin de rue, je vois des gens visuellement, au niveau de la diversité identitaire sexuelle, je vois des gens qui ont des identités de genre, des identités, des expressions de genre complètement différentes de gauche à droite. Et c'est partout. Et ce que ça fait pour moi et ce que ça fait pour le quartier, pour les gens qui viennent à Montréal, c'est justement de briser la normativité, c'est-à-dire que la diversité, elle est là autour de nous. Puis j'entends aussi qu'il y a des diversités qui sont visuelles, puis d'autres qui sont moins visuelles. Au niveau neurologique, c'est moins visuel. On le voit moins. Au niveau identitaire, expression de genre, on le voit plus. Culturel, on le voit plus. Apprenant, on le voit moins. Donc, c'est mon différentiel. On enchaîne? On poursuit. Alors, chers membres du panel, est-ce que vous pouvez identifier des pistes d'amélioration pour que notre société devienne plus ouverte, plus inclusive? Ne pas mettre d'étiquette. S'il vous plaît. Non, mais plus sérieusement, ne pas mettre d'étiquette, ne pas assumer qui on est juste de quoi on a l'air. Comme par exemple, ne pas assumer certaines difficultés juste parce que je blesse avec quelque chose dans mes mains, ne pas assumer qui que ce soit selon comment il s'habille et tout. Là. Puis
Ça, je parle plus en général, mais plus spécifiquement pour ceux qui ont de la diversité neurologique, c'est faire en sorte que les deux catégories, genre les neurotypiques et les neuroatypiques, fassent leur part des choses, un peu comme quand tu es en couple. Quand tu as un conflit, c'est pas juste une personne contre l'autre, c'est ensemble, on résout un problème qui est le jugement, le préjugé. Merci. Super expliqué. Vincent, tu as envie d'enchaîner? Oui, en fait, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Étant moi-même une personne neuroatypique, faudrait une petite amélioration, c'est juste de réaliser qu'on est là. Que c'est pas parce que toi, tu réfléchis d'une façon que tout le monde doit réfléchir de cette façon-là puis en venir à la même conclusion. Juste au moins ouvrir l'esprit que c'est correct que du monde réfléchisse d'une autre façon, arrive à d'autres conclusions. On n'est pas tout le temps obligé de penser et de réagir à la même chose, à la même façon. Juste de réaliser ça, ça va être un gros pas. Puis par rapport à ma diversité, qui est que là, je suis ici pour ça, sexuelle et de genre, un petit peu comme que tu dis, d'arrêter d'identifier les gens par un truc, genre, t'es pas une fille, t'es pas un gars, t'es pas un trans, t'es pas un gay, t'es un humain, déjà. Puis, ce qu'on est, comme, si moi je dis, je suis geek, je suis gamer, ça fait partie de mon identité, c'est pas tout moi. Fait c'est d'arrêter d'identifier par une affaire, puis parce que t'es ça, tu dois faire toute cette panoplie de rôles qui vient avec. Dans le fond, l'amélioration qu'on devrait faire, c'est enseigner pour la future génération, que ce soit pour les plus jeunes ou les adultes même, d'apprendre à cohabiter avec les nouvelles diversités. Ce serait vraiment d'enseigner à tout le monde que nous ne sommes pas un danger pour vous, genre les Québécois ou les Canadiens. On est comme vous, intéressés par cette nouvelle diversité que vous représentez. On est comme vous, on veut tout simplement être intégré dans votre pays, dans votre vie, dans votre cercle social. C'est tout ce qu'on veut. On veut juste vivre en tant qu'être humain, tout comme vous le faites. Genre, c'est tout. Ce serait le point à améliorer. C'est uniquement d'enseigner au monde, d'apprendre à vivre avec ce qui est différent et non pas de le considérer comme un danger ou une menace. Parce que sérieusement, la diversité ne devrait pas rimer avec danger, elle devrait plutôt rimer avec nouveauté. Ce qui est pas mal. Pardon? Ce qui est beaucoup plus positif. C'est ça. Ouais, puis pour poursuivre, justement, quand vous voyez quelque chose de nouveau, le plus simple, une simple chose, puis que ça peut nous faire peur, c'est normal, des fois, la nouveauté, ce qu'on ne connaît pas, des fois, ça peut nous faire peur, mais n'ayez pas crainte, allez vous informer, puis les personnes, souvent, là, ce qu'ils me disent, là, c'est « viens vers moi ». Viens me poser la question directement, viens, tant que c'est fait dans le respect, il n'y a pas de problème, je vais te répondre, on est ensemble, on va s'enrichir mutuellement. Souvent, je l'entends, viens me poser la question, informez-vous, il en existe plein de façons de s'informer. Donc, première étape, pose une question, quelque chose de nouveau, tu peux aller t'informer, tu peux aller voir la personne directement. Une petite piste, bien simple. Là. Merci. Damien, tu peux enchaîner? Pour revenir à ce qu'elle vient de dire, c'est ça, il faut vraiment améliorer la communication entre les individus. Si tu sens qu'on est un danger pour toi, viens nous dire pourquoi je représenterai un danger pour toi. Je suis comme toi, un être vivant, genre, parle-moi, pose tes questions et on va les résoudre ensemble, genre, c'est tout. J'ai envie de proposer un complément de question. Oui. Je semble comprendre que l'avenir de la société est diversifié. Ça, c'est évident. On est déjà dans la diversité, puis l'avenir de notre société va être de plus en plus diversifié, mais on a des pas à faire. On a des étapes à franchir. Il en reste des étapes à faire. On a déjà fait du chemin, mais il reste encore du chemin à faire. Puis, je semble comprendre que ça va passer par beaucoup de sensibilisation, d'éducation. Maintenant, comment on fait pour poser la question, aborder quelqu'un qui est différent, qui semble différent de nous, sans le froisser? Comme tantôt, Charlie, je m'en suis entendre là-dessus. Tantôt, Charlie disait, des fois, j'ai peur de ce que les gens vont me dire ou vont me poser comme question parce qu'il y a des questions qui ne sont pas acceptables ou des questions moins acceptables. Bref, je m'en suis entendre là-dessus et qu'on réagisse à ça. Comment vous approchez pour que vous nous éduquiez?
Ben, tu sais, j'ai eu justement des problèmes avec ça, parce que moi, je fais partie du club LGBT du Cégep. Puis je suis vice-présidente, ça fait genre 3 ans ça va être ma 3e année que je suis dans le club, fait que j'en ai eu pas mal pas des problèmes, mais des gens qui sont, je veux pas, on est tous curieux, on s'intéresse tous. Puis je sais que pour beaucoup de personnes, là, plus par rapport à moi, certaines personnes ont de la misère à comprendre qu'il y a plus que 2 genres. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui s'identifie à aucun genre. Fait que, même dans ma communauté, c'est pour beaucoup de gens, ils veulent qu'on s'identifie à un genre. Puis moi, mon genre, c'est que je m'identifie à aucun genre. Fait que, c'est comme un peu dur d'expliquer ça. Puis sinon, c'est ça, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont posé des questions. Puis des fois, c'est indiscret quand tu ne prends pas en compte la personne et ses sentiments. Tu sais, c'est sûr que des fois, tu veux juste comprendre pour comprendre, mais tu n'as pas les meilleurs intérêts envers la personne. Moi, j'ai des personnes qui m'ont demandé, qui m'ont approché, qui disent, avec tout l'aspect, je ne sais pas si je peux poser la question, mais tu sais, déjà, si tu dis à la base que tu me respectes, que tu prends en compte que je suis quelqu'un, puis tu t'intéresses à moi, pas parce que tu veux rire de moi, puis tu veux juste être comme, comment ça marche cette affaire-là, vraiment de comme, par respect, je ne sais pas si je peux demander ça, mais j'ai remarqué que qu'est-ce que ça veut dire, blablabla, parce que j'ai beaucoup de questions de ce genre-là au travail, parce que je travaille à la cour du Cégep, et on est beaucoup de gens queer, de gens de la communauté LGBT à la cour, puis il y a beaucoup, tu sais, des nouveaux employés qui se demandent justement, hey, j'ai vu que toi, puis toi, puis toi, ils ont, tu sais, comme, on est 3 personnes à être non-binaires, au moins, dans la cour, puis, tu sais, ils viennent nous demander, vous 3, vous êtes non-binaires, mais vous ne ressemblez tellement pas. Parce que c'est ça, tu sais, ils vont aborder des questions en quoi toi, tu es non-binaire, et en quoi eux sont non-binaires. C'est quoi les différences? Tu sais, il y a beaucoup de variété dans la non-binarité. Vraiment énormément de variété. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je dois approcher ça avec du respect. Puis, j'ai bien aimé ton intro. Donc, avec tout le respect que je te dois, je ne sais pas si je peux demander ça. Ouais, l'approche est intéressante. Ouais. C'est ça, c'est important. Ça peut être justement, je suis curieuse, j'ai vu que tu as un objet, à quoi ça t'aide? Je suis curieuse, ton chien, il t'aide à quoi? Ce qu'il t'apporte? J'aimerais ça savoir, puis je suis curieux, comment. Des choses comme ça, tu sais. Pas arriver avec un préjugé, vous êtes toutes pareilles, je veux en savoir plus. Non. C'est ça, c'est plus qu'il y avait comme par curiosité. Comment? Comme je fais juste demander poliment, il n'y aura pas de problème. Le problème, c'est que si vous assumez des préjugés sans même de poser de questions. Catherine, avec tout le respect que je te dois, je ne sais même pas si je peux te demander ça, mais pourquoi tu joues avec ton petit truc en Justement, ça réduit mon anxiété d'avoir quelque chose dans les mains parce que je sais que si je ne l'avais pas, par exemple, je pense que je n'arrêterais pas de ghoster avec le du micro. On ne veut pas ça pour éviter des problèmes techniques. Mais je pense que ça m'aide juste d'avoir quelque chose dans ma main pour me dire, OK, je m'aime ça, ça me détend. Des fois, ce n'est pas juste ça peut être autre chose, mais j'ai emmené celui qui me faisait moins bruit. Okay. Parce que les autres, c'est puis les gens. Merci. Tu m'as sensibilisé et tu m'as éduqué. Ça fait plaisir de vous avoir éduqué. Maria? Oui, je pense que pour approcher l'autre, il faut travailler sur soi-même. J'avais mentionné tout à l'heure être ouvert d'esprit. Donc, si par exemple, je veux poser une question à quelqu'un qui est différent de moi, je dois être prêt à accepter sa différence et sa réponse aussi. Genre, je ne devrais pas, quand je vais lui poser la question, je vais naturellement, je ne vais pas penser, ah oui, il est gay, il est lesbien, je vais dans cette mentalité-là, dans cette approche. Non, je vais lui poser la question parce que j'ai envie d'en savoir plus en tant qu'individu, c'est tout. Genre, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. C'est vraiment être ouvert d'esprit et accepter la différence de l'autre, c'est tout. Voilà. Je dirais même qu'il faut être, c'est très bien ce que tu dis dans le sens où il faut être prêt à la réponse, mais il faut aussi être prêt à ce que la personne, je pense, dise j'ai pas envie de répondre cette fois-ci. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, et je pense qu'en tant que, j'ai quand même le chapeau de la personne issue de la diversité culturelle aussi, mais c'est de dire,
ça va, on est prêt à répondre aux questions. On préfère même qu'on pose des questions que les gens fassent justement questions sur leurs préjugés. Puis, donc, on me pose la question directement, comme tu l'as fait, Alexandre, avec tout le respect que je te dois, voilà. Mais après, si la personne, vous n'êtes pas la première, vous êtes probablement la 20e dans la journée, ça se peut qu'arriver à vous, ils écoutent ça, donc, il faut être prêt aussi à ça, je crois, et sans nécessairement se dire, oh, ben, je savais que ces gens-là sont tous comme ça, de toute façon, c'est juste que c'est des individus avant tout, avant d'être une culture, par exemple. Et un autre truc que je voulais dire, c'était... excusez-moi, j'ai perdu mon idée. Je vais recevoir de... Désolée. J'ai comme juste eu un flash, justement. T'sais. Là, on va aller poser des questions sur les différences. Mais un coup qu'on a posé la question sur les différences, on peut-tu essayer de poser des questions sur nos ressemblances, nos intérêts communs, sur essayer justement de connaître la personne au-delà de ces différences. Aller justement, tu sais, après, on se donne la conversation, tu sais, toi, qu'est-ce que t'aimes, comme tel jeu, comme ça, aller en montagne, tu sais. Essayer justement d'ouvrir un peu après sur les ressemblances, sur les intérêts communs. Ben, je fais un lien avec ce que Vincent a dit tantôt, parce que l'identité, ce n'est pas que la caractéristique de la diversité, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est ça qui forme l'identité de quelqu'un. Le fait qu'elle aime jouer, le fait qu'elle aime aller dehors, le fait qu'elle aime faire du sport, etc. Et on n'oublie pas que si on prend toutes les diversités qui existent, puis on les met toutes ensemble, puis qu'on les compare avec, par exemple, les personnes qui sont cisgenres, hétérosexuels, neurotypiques, québécois, blancs, francophones, de souche catholique, etc., je pense que l'autre va être minoritaire. Je pense que le monde qui fait partie de la diversité, je pense, mais ça c'est vraiment comme le monde, puis moi je pense que partie de la majorité, si on se met tous ensemble, je pense qu'il y a beaucoup plus de différences, de diversité. Je pense que c'est pour ça qu'on a appelé l'événement la diversité, c'est nous. Ouais. Oui. Puis, je pense à ça, on parle de diversité de manière comme ça, différente, mais en réalité, une personne peut avoir tout en elle, en fait. Elle peut être une personne, je ne sais pas, qui vient d'ailleurs, qui est justement neuroatypique, qui est un apprenant différent des autres et qui est, par exemple, une identité de genre qui n'est pas normale, entre guillemets. Donc, au final, ce qu'on voit, c'est ce à quoi on appréhende en fait un contact avec la personne, mais en réalité, la personne est plusieurs facettes. Donc, cet aspect-là aussi, il faut garder en tête. Rapidement, la question que tu as posée, Alexandre, était très pertinente, mais moi, j'ai accroché beaucoup sur l'aspect de l'éducation. Alors qu'on s'identifie pas à toutes sortes de diversités. Je pense qu'il faut être réaliste. Là, vous êtes, vous, devant nous, là, issus d'une génération plus ouverte à tout ça. Et j'ai le goût de vous donner une mission aujourd'hui, c'est celle d'éduquer les plus vieux et les plus vieilles de la société qui parfois vont être remplis de préjugés et ne comprennent pas. Alors, je pense qu'on a toute notre part d'éducation à faire, puis dire, ben, si on est témoin de discrimination quelconque, de l'expliquer aussi, puis dire, ben, regarde, c'est pas ça. Alors, voilà, votre mission. Je pense que c'est temps d'enchaîner. Oui, bien, on va enchaîner avec les questions, vos questions, en fait, que vous avez posées dans le sondage. Ouais. Je pense que... On est tout à fait dans les temps. On est rendu là. On est rendu là. Les questions provenant du sondage anonyme dans lequel vous avez posé vos questions. Il y en a des questions cute et des questions plus crunchy. C'est correct. C'était anonyme, puis ça va donner des éléments de réponse. Alors, allons-y avec des questions à la neurodiversité. Donc, la question, comment les personnes faisant partie de ce groupe peuvent être bien intégrées dans le milieu scolaire sans être en retard sur les autres? On parle de normes depuis le début. Notre système scolaire est basé pour une norme pour la majorité de la population de la société et un style majoritaire d'apprentissage aussi. Ça touche aussi à la diversité, à côté de toutes les diversités, au fait, vous l'avez, là. Donc, ben, je peux vous dire, il y a eu des choses qui ont été mises en place quand même pour pouvoir aider, venir en aide. Donc, ici, par exemple, au Cégep, il y a le centre des services adaptés, dans le fond,
Donc, quand une personne a un diagnostic qui est reconnu, peut aller demander des services et, dans le fond, discuter avec une conseillère de services adaptés et justement qui va lui octroyer des mesures d'accompagnement qui sont spécifiques à ses besoins pour justement mieux s'adapter à la réalité actuelle de la norme, ça on peut dire. Donc, oui, il y a des choses qui sont mises en place, mais encore là, on reste que c'est la personne qui doit s'intégrer, la personne différente, divergente, qui doit s'intégrer à la société, au système scolaire. Et qu'on souhaite éventuellement que le système scolaire aussi s'ajuste pour répondre aux besoins de toutes les diversités. Soit moins normatif. Oui, exactement. Justement, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ça, que je pense que le minimum qu'on puisse faire, c'est de nous offrir l'aide quand on en a besoin, pas juste nous limiter parce qu'on est neuroatypique à l'attendre comme ça. C'est comme n'importe quel étudiant qui a de la difficulté, mais vous n'allez pas juste dire ah non, je t'aide pas parce que tu as de la difficulté. C'est comme non, venez-nous en aide. Puis justement, le centre des services adaptés au cégep de Montmorency fait un bon travail pour aider ceux qui ont un diagnostic. Excellent. Merci beaucoup. Suivante. J'ai un trouble d'anxiété et je prends des antidépresseurs. Est-ce que je suis neuroatypique? Je vais laisser Marie-Ève répondre parce que je ne connais pas toute la Je ne peux pas faire un cours de biologie non plus et de psychopathologie parce qu'on s'entend qu'un trouble d'anxiété, c'est un trouble de santé mentale. Aussi, donc, c'est pas vraiment la même chose. Mais tu sais, si on se fie un peu encore au terme qu'on a utilisé, la norme, neurotypique, neuroatypique. Tu sais, dans le fond, on parle de neuroatypie, c'est un fonctionnement. Tu sais, c'est vraiment la structure des neurones. Donc, non, ça ne serait pas considéré comme neuroatypique, mais peut-être que cette personne-là aussi a une autre condition, aussi a une autre façon de fonctionner. Donc, peut-être que oui. Mais bref, c'est ça pour dire que c'est ça. Peu importe. La norme, si on fait partie d'une condition ou d'une autre. Moi, je pense que, dans le fond, tout le monde a ses valeurs, un fonctionnement. Je pense qu'on devrait arrêter, en fait, de dire neuroatypique et neurotypique, tout simplement. Je ne sais pas trop comment répondre, mais je pense que ça serait ça, en gros. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Des apprenants maintenant, Daniel et Maxime. On n'a pas de Aucune question. C'est triste. C'est triste. As-tu, Marie-France, c'est une question qui vient en tête qu'on pourrait poser à Maxime et à Daniel? C'est toute la question des stratégies d'apprentissage en fonction de notre personnalité et aussi des stratégies d'enseignement. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a moyen d'adapter nos stratégies, c'est bien personnel, là, nos stratégies d'enseignement, ou est-ce qu'il y a moyen d'adapter nos stratégies d'apprentissage en fonction de différents types d'apprentissage? Merci. Je pense qu'en partie, habituellement, il y a quand même, pour les différents types d'apprentissage, il y a quand même un bon support pour ça au niveau du système d'éducation dans lequel on est présentement, dans le sens où souvent, il va y avoir habituellement un support visuel ainsi qu'un support audio. C'est plus rare les professeurs qui font juste parler pendant la classe. Habituellement, ils essaient quand même d'avoir un PowerPoint pour les différents types d'apprenants, mais encore là, il y a quand même beaucoup d'autres types d'apprenants que visuels puis audio. Là, par exemple, les apprenants actifs, ils associent beaucoup l'apprentissage avec l'activité physique. Par exemple, moi, j'ai mon petit cousin, il a 9 ans, puis lui, il a constamment besoin de bouger, puis c'est pas un trouble d'attention. C'est vraiment parce qu'il y a une facilité à mieux connecter les morceaux quand il est actif, il bouge, puis il apprend en même temps. Ça peut avoir un des yeux, par exemple. Lui, souvent, il est encore au primaire, mais souvent, il va bien être debout devant son bureau, puis bouger ses jambes, une en arrière de l'autre. Puis comme tel, c'est pas grand-chose, mais lui, ça l'aide à se concentrer. Puis malgré tout, il a changé d'école, parce qu'il y a une des écoles dans laquelle il était, que tous les professeurs ne voulaient pas qu'il fasse ça, ils voulaient qu'il reste assis, parce que ça dérangeait les autres élèves, et tout ça. Parce que facilement, on peut mettre un bureau en arrière de la classe, puis on peut lui permettre de faire ça, c'est ça qui l'aide. Donc, des fois, même si ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous vivez, vous n'avez pas nécessairement un type d'apprentissage qui demande ça, mais des fois un peu stood up ou se battre un peu pour les autres, dans le sens où lorsqu'on fait partie de la norme, par exemple, moi, dans l'ensemble, je considère que je fais partie de la plupart des normes
normative de la société ici, ben souvent, je vais essayer de mettre mon point d'avant pour les gens que, quand je vois qu'ils sont dans une argumentation où je vois qu'il y a quelque chose qui, mettons, qui fait pas leur affaire, whatever, des fois, je vais essayer un peu d'utiliser le privilège qui m'est acquis dans notre société sans nécessairement le vouloir pour, des fois, essayer de les aider avec ça sans nécessairement prendre la place pour eux parce que ça reste quand même leur bataille. Mais des fois, il y a quand même, je pense qu'il y a un aspect qu'on peut quand même aider, même si on fait partie de la norme. Puis des fois, accepter qu'il y a un problème puis essayer d'aider. Voilà. Merci. Aussi. Ben, rapidement, dans le monde de l'éducation, heureusement, ça va de soi, il faut que ça évolue. Alors, je vais peut-être plus aborder l'aspect des stratégies d'enseignement. Alors, c'est certain que là, on a beaucoup d'influence de ce qui vient du primaire, secondaire, où on a maintenant des classes actives qu'on appelle alors des classes où on peut bouger les bureaux, où, comme le disait Maxime, on peut mettre des tables hautes à l'arrière, où on peut avoir des ballons où on peut s'asseoir. Alors, tout ça, ce sont des choses auxquelles les profs doivent profiter, je dirais, pour justement proposer des activités qui sont plus variées. Et bien sûr, en étant conscient en tant que prof de toutes ces différences-là, ben, c'est plus facile de dire, bon, regarde, aujourd'hui, je vais essayer de faire tel type d'activités qui vont rejoindre tel type d'apprenant. Alors, comme ça, c'est en sachant ce qui se passe, la progression qu'on a devant nous, qu'on peut adapter. Mais oui, pour répondre à la question, on se doit maintenant d'adapter nos stratégies d'enseignement. L'espace moyen, c'est un bon exemple de ça. Tout à fait, oui. Diversité culturelle. Rendu à une question sur la diversité culturelle. Crocus, hein? Je pense que c'est croquante la question. Pourquoi est-ce que les Québécois sont-ils considérés comme racistes? En effet, croquante. Je ne sais pas dans quel contexte la personne a posé la question. Est-ce que c'est d'un point de vue politique, d'un point de vue social, je ne sais pas. Je vais essayer d'y répondre le plus globalement possible. Je ne sais pas si les Québécois sont considérés racistes, mais est-ce qu'on peut dire que des fois, il y a des comportements qui peuvent être racistes sans nécessairement que la personne soit raciste? Il y a des choses à défaire ici. Là. Donc, ça revient un peu à ce que je disais au début avec le racisme systémique. Notre culture, en fait, c'est c'est notre environnement, les gens avec lesquels on a grandi. Donc, on développe des normes et des codes sociaux qui, dans le cas du Québec, probablement étaient basés sur la majorité. Donc, on a mentionné c'était laquelle, la majorité tout à l'heure. Et c'est une majorité qui ne prend pas en compte les minorités. Donc, sans se poser de questions, on reproduit ces schémas-là qui ont été créés et effectivement, ça peut être agressant. Donc, j'ai envie d'utiliser le terme ici comme étant micro-agression. Donc, tous ceux qui sont issus de la diversité culturelle savent de quoi je parle. Quelqu'un qui ne l'est pas nécessairement ne saura pas nécessairement de quoi je parle, mais ça peut être aussi anodin que moi qui ai grandi ma vie ici, qu'on me fasse constamment le commentaire « Est-ce que c'est ta première neige ?» Des petites affaires comme ça, et comme ça, en permanence, à tous les jours, de toujours me relayer justement à cette catégorie de la personne qui vient d'ailleurs, sans considérer que non, je ne viens pas d'ailleurs, je suis quasiment née ici. Donc ça peut être perçu comme des actions racistes. Donc c'est peut-être de ça que la personne voulait dire, mais de là à dire que la société est raciste, je ne pense pas. C'est deux choses à défaire, c'est pas la même chose. Merci, Anna. Marianne? C'est vrai que raciste serait un gros mot. Je dirais que non, pas la plupart ne le sont pas. Mais ce qu'il faut entendre par raciste pourrait être traduit comme une peur extrême de l'inconnu, ou plutôt de la nouveauté. Personnellement, moi, dans mon pays, si après une guerre, il y a un nouveau peuple qui débarque, je serais méfiante, je serais sur mes gardes, je le repousserais, je voudrais vraiment rien savoir concernant ce nouveau peuple parce que dans ma tête, il me menace, pas personnellement, mais il menace mon pays, mon identité, mon histoire, ma façon de vivre. Donc, je pense que ça peut s'appliquer ici aussi par rapport aux Québécois. Dans l'un des sondages, ça disait que la diversité était pour eux un danger pour leur identité. Ça se comprend. Vous imaginez que c'est pas juste un peuple différent qui vient s'installer ici.
c'est vraiment le monde entier qui vient d'un coup. Donc, pour eux, ça peut être traduit comme un choc et le seul moyen de se défendre pour garder leurs valeurs, traditions, leur langue québécoise, ce serait vraiment ce qu'on appelle le racisme, mais la peur extrême, se défendre. Donc, non, ils ne sont pas racistes, ils ont juste peur, ils se défendent, ils défendent leurs valeurs. Merci Pauline. Ensuite, tu as ajouté des choses, Charlie? Moi, je ne fais pas partie du palais culturel, puis moi, je suis québécoise, mais je voulais rajouter quelque chose parce que ça, on en parle en ce moment, là, qui sont en cours de littérature québécoise, on en parle beaucoup de justement notre société en tant que Québécois, puis c'est ça, comme pour revenir en arrière, on a toujours un problème avec notre identité en tant que Québécois. Tu sais, on a été avec les Autochtones avant, puis après, il y a eu les Anglais qui sont arrivés, puis là, on avait peur pour notre langue, on avait peur pour notre religion, on avait peur pour notre identité en tant que Québécois. Fait que c'est sûr que pas ce combat-là est toujours présent, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a tendance à avoir peur de la différence, parce qu'on veut garder notre identité de Québécois. C'est très unique en Amérique du Nord, et qu'on est le seul peuple français. C'est ça, exactement. Souvent, les Québécois sont représentés comme être dans un constat état de peur, parce qu'on est toujours considéré, on a toujours dû se battre pour notre langue française. Je pense que c'est à cause de ça. Merci. On va passer à la diversité identitaire et sexuelle avec Vincent et Charlie. On a combien de questions? 4 questions. On s'est gardé du temps. Donc, je vous donne une approximation de temps global. On aurait à peu près 10 minutes pour les 4 questions. Si on veut faire une conclusion positive, laisser aller avec un espèce de conclusion. Donc, allons-y ensemble. Pourquoi juge-t-on les gens qui ne sont pas attirés par les transsexuels ou n'importe quelle autre forme d'identité sexuelle? Je vais lancer là-dessus. Ben, premièrement, on demande de ne plus utiliser le terme transsexuel, on dit personne transgenre. Transsexuel, ça devient désuet. Là, il faut faire une différence entre ne pas être attiré par une personne parce qu'elle est trans et ne pas être attiré par une personne, par exemple, qui est dans le milieu de sa transition, puis. En tout cas, par exemple, si tu rencontres quelqu'un, okay? Tu rencontres un homme, tu es attiré par les hommes, tu rencontres un homme, il a l'air super nice, vous allez dans une date, ça va bien et tout, puis tu es attiré. Puis quand il te dit à la 3e date que c'est une personne trans, donc qui n'a pas eu d'opération génitale, qui n'a pas de pénis, puis tu fais comme ah, ben ça ne marchera pas. Ça peut être vu comme transphobe parce que tu rejettes la personne seulement sur le fait que cette personne-là est trans. Par contre, si tu rencontres une femme trans qui vient de commencer les hormones il y a 6 mois, puis toi, tu es attiré par les femmes, mais tu rencontres une femme trans qui a commencé, qui est encore un petit peu masculine et tout, puis tu fais comme Dieu, je suis pas attiré, c'est pas toi, c'est pas parce que tu as un pénis entre les jambes, c'est vraiment juste parce que je suis pas attiré. C'est une différence parce que, tu sais, on n'est pas attiré vers tout le monde, là. Ça arrive, c'est correct de ne pas être attiré vers une personne, mais de refuser, de rejeter une personne sur la base unique qu'elle est trans, oui, c'est transphobe. Ça ne devrait pas être. C'est plus la différence. Charlie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce point-là? Non, c'est bon. Question suivante. Pourquoi il y a des gens qui considèrent qu'il y a plus de 2 genres? Pourquoi il y a des gens qui se considèrent comme non-binaires? Ouais, ben ça, c'est un peu envoyé vers moi, je suis non-binaire, justement. Ça, j'ai vraiment beaucoup de difficulté avec mon associé. Je sais que je devrais être capable de l'expliquer si je m'identifie, mais c'est toujours un problème. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, et j'ai même eu des cas de personnes, comme dans le temps, au secondaire, qui ne considéraient même pas qu'il y avait 3 genres ou plus que 2 genres, parce qu'il n'y en a pas juste 3. Non-binaire n'est pas un genre, non-binaire, ça regroupe plusieurs types de genres. Fait que c'est ça, il y a des personnes qui m'ont déjà dit ça, et moi, j'étais comme, ben là, devant, j'existe pas. C'est quoi? Fait que c'est vraiment dérangeant, puis tu sais, ça t'enlève une part de réel, t'es comme, ben j'existe ou j'existe pas. Puis ma mère me demande souvent aussi, ma mère est très acceptante, elle nous aide beaucoup avec le club LGBT, super supporter de la communauté, sauf que c'est ça, c'est difficile pour tout le monde, elle a des questions, elle comprend pas tout, et elle me demande souvent, mais comment tu sais qu'elle était non-binaire? Moi, au début, j'ai passé par trans masculin, je croyais que j'étais un homme, et finalement, après, j'ai réalisé que même ça m'allait pas. J'ai réalisé, en guillemets, en passant par le milieu,
en m'identifiant à une femme, j'ai réalisé que je n'étais pas à l'aise là-dedans. Ben là, j'étais comme, ben là, je dois être trans. Là, en étant masculin et en employant le il, en passant à une transition, en envisageant tout ce que cela, ça envisageait, je réalisais qu'en fait, c'était pas moi non plus. Puis ça, je dis ça rapidement, 2 secondes, mais ça prend des années. Tu sais, il y a 2 ans, moi, il y a 3 ans, je suis rentrée au cégep ici, je savais pas j'étais quoi, OK? Et on me demandait comment tu t'identifies comme identité de genre. Puis pour moi, c'était vraiment un tourbillon. Je savais vraiment pas j'étais quoi. Je venais juste, avant, je m'identifiais comme un homme. Maintenant, je savais plus. Ça a été pas mal de temps avant de réaliser que j'avais juste pas de genre. Puis, c'est moi, qu'est-ce que je réponds à ça? Comment je sais que je suis non-blanc? Je sais pas. Je le sens. C'est juste comment je suis. Je suis pas capable de l'expliquer pour de vrai. Mais c'est juste comme, mettons, on ne va pas questionner le fait pourquoi toi, tu es à l'aise avec le fait d'être une femme, pourquoi toi, tu es à l'aise avec le fait d'être un homme. C'est vraiment une question avec soi. Ça dépend de chaque personne, comment tu le ressens. J'ai tellement considéré plein d'aspects durant ma phase de questionnement sur mon genre. Puis, ouais, c'est pour ça. Merci pour la richesse de ton témoignage, Vincent. Rapidement, puisque le concept de genre est un concept culturel, moi j'ai envie de demander pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui considèrent qu'il y a juste deux genres? Ouais. Voilà. Question. La question est ouverte. Il nous reste 2 questions. Bon, la question de l'acronyme LGBTQ+, qui est devenu récemment 2S. Donc, c'est quoi le 2S? 2S LGBTQ+. Pourquoi nous compliquer la vie avec plusieurs noms juste pour le LGBTQ+? Pourquoi ça ne garde pas juste ce nom-là? Personnellement, puis comme Anna a dit tantôt, des fois, il y a des personnes qui ont plusieurs identités différentes. Moi, je suis neurotypique, je fais partie de la communauté LGBTQ et je suis autochtone aussi. Je vais pouvoir parler de rapidement c'est quoi les 2S. Puis personnellement, moi, je suis d'accord avec juste LGBTQ+. Je trouve que trop de S, ça vient n'importe je veux juste parler rapidement des Two Spirit. Dans la langue française puis anglaise puis d'autres langues, on a les concepts de genre féminin masculin. Dans la langue autochtone, mais dans les langues autochtones, ils n'ont pas le genre féminin masculin. Eux, c'est des genres animés, non animés, actuellement. Donc, ils n'ont pas le même concept de genre que nous qui parlons français. Eux, le genre, c'est plus une question d'esprit, spirit. Donc, une personne qui est two-spirit est obligatoirement une personne autochtone. Obligatoirement. Une personne qui n'est pas autochtone ne peut pas être two-spirit parce qu'elle n'a pas ce concept de genre-là que les autochtones ont. Dans le fond, une personne qui est two-spirit, c'est une personne qui ressent qu'elle a l'esprit des deux genres ou qu'elle a les deux esprits en elle, en gros. J'imagine que ça pourrait quand même juste rentrer dans le plus. LGBTQ+, ça rentre là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on se complique la vie? Je ne sais pas. Moi non plus, je ne veux pas qu'on se complique la vie. Parce que là, il va manquer peut-être un alphabet. Oui. Charlie, veux-tu rajouter quelque chose? Ça va? Juste rapidement par rapport à pourquoi se compliquer la vie. Il n'y a pas de problème à dire juste LGBT. Moi, je fais partie de la communauté et je m'en fous. C'est juste que, faut pas, quand tu dis LGBT, que tu crois qu'il y a juste lesbienne, gay, bi et trans, que frère non plus à ça, c'est pour ça qu'il y a un plus. C'est comme moi, quand je dis LGBT+, je suis pas en train d'oublier les réalités qui sont pas dans les 4 premières lettres, parce que moi-même, je fais pas partie des 4 premières lettres, mais aucunement. C'est pour ça, ayez pas peur de dire LGBT+, il n'y a pas de problème. LGBTQ+, aussi. C'est juste que, oubliez pas qu'est-ce que l'on plus. C'est pas mal ça. Merci pour la réponse. Dernière question. Mes camarades de classe ne savent pas que je suis gay, lesbienne, et parfois, je les entends dire des trucs homophobes. Ça me rend inconfortable. Qu'est-ce que je devrais faire? J'imagine que si c'est tes amis, je pense qu'il y a moyen de leur parler. Parce que c'est tes amis. Ils t'aiment, te respectent, ils sont peut-être juste pas au courant, ils sont peut-être pas au courant non plus que ce qu'ils disent peut blesser. Puis surtout, s'ils ne savent pas que tu fais partie de la communauté, ben, ils ne savent pas que ça peut te blesser. Puis des fois, c'est en gang, on dit des choses, puis c'est ça. Fait que je pense que si c'est tes amis, je pense que tu pourrais leur parler. Écoute, à moins que tu ne sois pas prêt à faire ton coming out, c'est correct aussi. Mais je pense que ça se dit quand même que cette joke-là, je la trouve pas drôle. Moi, je pense que ça peut porter préjudice
à quelqu'un, puis si mettons tu dis ça à quelque part, puis qu'il y a quelqu'un qui l'entend puis qui s'en blessé, c'est pas cool. Je pense que ça se dit si c'est tes amis puis si t'es à l'aise, c'est sûr, ça reste touché, c'est vraiment du un à un, c'est ça parfait. Je pense aussi que même si on ne fait pas nécessairement partie de la communauté LGBTQ, on peut aussi totalement intervenir quand on entend des choses comme ça, là, dans le sens où même si on ne fait pas partie de cette communauté-là, c'est pas parce qu'on interagit et qu'on avertit quelqu'un qui dit des trucs homophobes qu'on fait nécessairement partie de cette communauté-là. Il n'y a pas de honte à sentir qu'on pourrait être associé à ça. Fait que je pense que dès qu'on entend des gens qui utilisaient des termes péjoratifs ou des termes homophobes, je pense que tout le monde est gagnant d'intervenir, que ce soit autant ceux qui font partie de la norme que les gens qui n'ont pas fait leur coming out, qui n'oseraient pas nécessairement intervenir. Donc là, je pense qu'au contraire, on a un rôle à jouer aussi là-dedans, même quand on ne veut pas partie de cette communauté-là, d'intervenir là, pour eux. En fait, je trouve que c'est une bonne idée. On peut même y aller par un de nos amis, quand c'est qui est allié. On peut demander, on a besoin des alliés en passant, qui, en guillemets, stand-up. Pour nous autres, quand on n'est pas capable de le faire, moi, j'ai une personne qui est très proche de moi, qui est une personne trans, puis des fois, on est ensemble, puis elle se fait mégenrer, c'est-à-dire que le monde l'appelle au masculin alors que c'est une femme. Ben, je fais comme, non, ça, c'est une fille, tu sais, je le dis pour elle, parce qu'elle est tellement toute petite dans ses souliers, fait comme elle n'ose pas. Mais moi, je fais comme, non, c'est trop que je le fais pour elle, donc oui, aller par quelqu'un qui ne fait pas de la communauté, qui fait pas partie de la communauté, peut être une option. Catherine, tu veux ajouter quelque chose pour terminer, puis on va enchaîner sur la conclusion. Non, mais justement, je suis d'accord avec ce que tu dis, même peu importe si tu fais partie de la communauté ou non, il faut absolument intervenir quand quelqu'un fait des commentaires vraiment pas corrects. C'est pas juste pour la communauté LGBT, c'est n'importe quel commentaire pas correct pour n'importe qui. Oui, merci pour vos réponses. Ben, je veux juste donner mon la fin à Charlie, parce qu'elle a pas, je trouve que ça serait plus logique qu'elle dise la dernière phrase. Ouais, vas-y, je m'excuse. Non, c'est bon. C'est ça, je voulais juste rajouter que c'est ça, comme par rapport à le fait que c'est ça, il y a certaines personnes dans la communauté qui ne sont pas nécessairement à l'aise parce que moi, personnellement, je suis vraiment habituée de me faire marcher dessus, puis je parle pas vraiment de l'avant. Maintenant, en ce moment, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment pas dans ma note, mais je vais en dehors de ma zone de confort pour justement enrichir la société. Mais c'est ça, comme moi, au secondaire, quand je me considérais un homme, puis j'employais les pronoms ils, mais j'avais tellement de la misère à le dire. Je faisais juste non. Tout le monde me disait elle, puis je disais jamais rien. Puis c'est mes amis qui étaient comme ben, on va utiliser il, mais c'est à chaque fois que les gens se trompaient, je suis tellement peur du jugement ou de devoir leur imposer quelque chose que je ne disais pas tout le temps. En fait, c'est sûr qu'on a vraiment besoin de quelqu'un, des personnes autour de soi pour nous pousser la route et dire qu'on est là, c'est normal. Okay. Merci, Charlie. 2 secondes. Juste pour dire qu'une personne qui est dans la communauté LGBTQ+, et qui n'a pas de support, a 40% plus de risque de suicider. Fait que c'est complet. Donner du support, soyez amis, c'est super important. Aidons-nous les uns les autres, et n'oublions pas que la diversité, c'est pas juste eux, c'est moi, c'est toi, c'est nous tous. Alors, Marie-France, je te laisse enchaîner. Oui, ce que j'allais dire, juste par rapport à la question précédente, c'est que c'est une question qui peut s'adresser à toutes les diversités. Hein? Et bon, puis voilà, les réponses aussi s'adressent à toutes les diversités qu'on a abordées aujourd'hui. On avait une dernière statistique. Hein? Oui. Est-ce qu'on vit dans une société qui est réellement ouverte à la diversité? Et je vous avoue que moi, cette statistique-là m'a laissé un peu perplexe parce que on est à moitié-moitié. Hein? Oui, puis non. Alors, on a du chemin à faire. On a encore du chemin à faire. On a encore du chemin à faire sur les questions de diversité. Et ben, c'est la raison pour laquelle on a fait cette conférence-là hein, aujourd'hui, la conférence panel sur les 4 types de diversité qu'on a abordés. C'est justement pour essayer de faire diminuer les craintes et diminuer autant que possible les perceptions négatives parce qu'on croit que c'est avec la connaissance, avec la discussion aussi qu'on est capable d'arriver à beaucoup plus de ouverture. Alors, c'est l'objectif vraiment
qu'on visait. Exactement. On va enchaîner la conclusion. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à ceux qui sont dans les classes en haut. Vous êtes séparés tout ça. Merci, vous pouvez vous applaudir. Merci à vos professeurs d'environnement professionnel, David Fournier, François Arsenault. Évidemment, merci à la technique, Cynthia Simard, Maxime Blaquière. Merci à vous deux. Merci à nous. Merci à nous d'avoir eu cette idée-là. On est emballés de vous avoir eu aujourd'hui avec nous. On remercie nos panélistes, donc Catherine, Marie-Ève, Daniel, Maxime, Maria, Anna, Vincent et Charlie. Donc, merci d'avoir été là. C'était riche en échange. Merci à notre guide ultime, notre guide ultime. Et puis, sachez que vous allez avoir plein de ressources, la conférence, la vidéo de cette conférence-là dans la Team Hub. Sachez aussi que vous avez des ressources, si vous faites partie de la communauté LGBT+, que vous voulez vous impliquer, faire partie de la communauté. On a le club queer qui est renommé maintenant club LGBTQ. On va mettre des infos et des photos à jour aujourd'hui, vous le voyez. Centre de services adapté pour ceux qui pensent avoir un diagnostic ou qu'il y en avait un au secondaire et puis qui aimeraient avoir du soutien. Boussole interculturelle, donc pour tous ceux qui sont issus de la diversité culturelle, qui veulent avoir du soutien, avoir un lieu d'échange. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Le SPIC, finalement, oui, tous ceux qui commencent à avoir des problèmes de santé mentale, on ne vous oublie pas, on a le service d'intervention pour vous. Si vous avez besoin d'aide, vous avez des questions, le Faux Compère, moi et Marie-France par Teams, on est rejoignable en tout temps. N'hésitez jamais à nous contacter. On a notre page web, on a une prise de rendez-vous en ligne. Bref. Merci. Merci. Merci à tous. Oui, tu disais quelque chose, Marianne? Oui, en fait, je voudrais rajouter un truc pour résumer tout ce qu'on vient de dire concernant toutes les diversités. Vraiment, pour une amélioration future ou pour se forger en tant qu'être différent par rapport aux autres, c'est vraiment d'être préparé mentalement, d'être open mind, d'être conscient que tout le monde ne peut pas nous accepter tel qu'on est. Et c'est pas grave, genre, c'est pas la fin du monde si on est différent, c'est pas la fin du monde si on ne nous accepte pas. C'est juste qu'il faut être soi-même. C'est pas dramatique, c'est on se fait traiter de sale arabe, je m'en fous. Je continue de vivre ma vie, ça ne va rien changer. Ça va me faire des obstacles, mais je dois me forger. Je sais que ce ne sera pas la dernière personne qui en aura tant, mais ce n'est pas la fin du monde. Il faut vraiment penser. Merci, Maria. C'est la fin. Merci de votre attention. Merci à tout le monde.